Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour être un continent holiste qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Vous voyez donc qu'au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Nous avons tous une apparence si différente que l'idée même d'une parenté entre tous les hommes semble inconcevable. Difficile de croire que 6 milliards d'êtres puissent avoir le même ancêtre. Et pourtant, 3 des plus grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, affirment qu'un seul homme est notre Père à tous. Cela fait d'Adam un personnage central dans les croyances de plus de la moitié des habitants du monde. Désormais, la science nous offre la chance de trouver cet Adam génétique, un ancêtre unique dont l'ADN survit dans chaque homme peuplant la planète aujourd'hui. Des Inuits de l'Arctique aux Amérindiens de l'Amazonie, des nomades du désert aux hommes d'affaires de Wall Street. Spencer Wells, un généticien qui collabore avec le National Geographic, nous emmène dans une quête dont le but est d'identifier l'Adam génétique et de révéler en quoi il était si exceptionnel qu'il a pu engendrer tous les hommes de la planète. Mais comment dérouler une chaîne génétique qui s'étend sur autant de générations? Une chaîne qui remonte jusqu'aux racines de l'arbre généalogique de l'humanité. Pour cela, il me faut une machine à remonter le temps génétique. Les généticiens ont justement mis au point un tel outil, un moyen de suivre la piste de l'ADN dans le passé. Certains indices scientifiques ne viennent pas de la génétique. Ce sont des restes tangibles de nos ancêtres, leurs ossements. Avant la découverte de cet outil extraordinaire qu'est l'ADN, nous retracions l'histoire de l'humanité presque entièrement grâce aux fossiles. Mais cette représentation était incomplète. Les plus anciens fossiles viennent d'Afrique et ont plusieurs millions d'années. Mais des vestiges humains antiques ont été retrouvés dans d'autres sites, bien plus loin. Le Moyen-Orient a livré de très anciens fossiles humains. Et des restes préhumains ont été découverts en Asie. Les traces fossiles désignent 3 régions pouvant être le berceau de l'humanité. L'Asie,
le Moyen-Orient et l'Afrique. L'ADN peut-il nous dire laquelle a donné naissance à l'Adam scientifique? Spencer Wells veut trouver un endroit où se croisent des individus originaires des 3 régions. En étudiant les routes commerciales du passé, il met la main sur un possible candidat, la petite île de Paté au large de la côte kenyane. Au vu de la répartition géographique des chromosomes Y africains, Spencer Wells pense qu'il est né quelque part dans la région de la vallée du Rift, en Afrique de l'Est, peut-être en Tanzanie ou en Éthiopie. Selon lui, voici le pays natal de l'Adam scientifique, son jardin d'Éden. La génétique est capable de dater les mutations du chromosome Y pour calculer l'âge de l'Adam scientifique. Ainsi, Spencer Wells estime qu'il est né il y a environ 60 000 ans. Cela semble lointain, mais en réalité, cela signifie que notre quête d'un ancêtre commun ne nous a pas menés jusqu'à l'époque des hommes singes ou même des hommes primitifs comme les Homo erectus. En comparaison des milliards d'années de l'évolution humaine, nous avons localisé Adam dans un passé très récent. Spencer Wells sait maintenant que l'Adam scientifique a bel et bien existé, quand il vivait et même probablement d'où il venait. Mais qui était-il? Comment est-il devenu le super-ancêtre de tous les hommes actuels? Et à quoi ressemblait-il? Le portrait qui se dessine n'est pas celui auquel on pouvait s'attendre. Sous les pinceaux de Michel-Ange, Dieu donne la vie à un homme de type européen. Depuis les dernières données géographiques et temporelles concernant Adam, on sait qu'il ne pouvait ressembler à ça. Pour la première fois, il est possible de dresser un nouveau portrait d'Adam sur des bases scientifiques. Des reconstructions faciales nous ont montré le visage probable des premiers humains. Nous avons des images d'êtres très anciens comme l'Homo erectus, ou même d'une préhumaine comme Lucie. Ces visages ont été recréés à partir de fossiles, mais il n'existe aucun crâne intact de l'époque d'Adam. Un homme sait comment imaginer le visage d'Adam même en l'absence de son crâne. Pour décrire son métier, Frank Bender dit qu'il recompose les décomposés. C'est un sculpteur travaillant pour la police scientifique, un artiste capable de redonner vie aux morts. Il collabore régulièrement avec des enquêteurs du monde entier pour mettre un visage sur les cadavres, même quand il ne reste pas grand-chose du crâne. J'imagine un homme plein de vie qui ressentait à peu près les mêmes émotions que nous, alternant entre la confiance et l'insécurité. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. Deux millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. Les chromosomes Y d'Adam commencent à se propager à travers la population et son intelligence donne à ses descendants la capacité de quitter l'Afrique pour peupler le reste de la planète. Il y a environ 50 000 ans, nous avons commencé à nous disséminer au-delà de l'Afrique. Certaines populations sont parties à cette époque et très vite, elles ont atteint des régions aussi éloignées que l'Australie. Il n'a suffi que quelques milliers d'années. Et 1 ou 2 millénaires, ce n'est rien. Et Spencer Wells peut faire remonter ce moment clé à un Adam scientifique. Ce n'est pas l'homme créé par Dieu dans la Genèse.
Mais aujourd'hui, des siècles après la Bible, la science a confirmé l'authenticité de l'idée de base de la Bible. Il y a bien eu un homme dont l'ADN survit dans chaque homme vivant sur la terre aujourd'hui. Son jardin d'Éden était sans doute l'Afrique de l'Est. D'autres humains avaient vécu avant lui, mais ce n'est qu'après lui que l'homme est devenu vraiment moderne. L'Adam scientifique unit tous les hommes actuels. De Bono à Nelson Mandela, de Tiger Woods à David Beckham, d'Oussama Ben Laden au Dalai Lama. Dans les faits, nous sommes tous les membres d'une même famille élargie. Nous sommes tous cousins. Et selon certains, c'est justement le message de la Genèse. Adam représente chacun d'entre nous et c'est en cela qu'il est important. Non pas Adam en tant qu'individu, mais parce qu'Adam est chaque individu. Nous sommes tous Adam. En identifiant l'Adam scientifique, le chromosome Y n'a pas seulement uni tous les hommes. Il a aussi trouvé un terrain d'entente entre les mondes de la science et de la foi. Sur le sable brûlant d'Afrique, sous le soleil ardent du désert, un puissant royaume a prospéré pendant des millénaires. De grands rois et reines ont érigé des temples majestueux et enterré leurs morts dans des tombes en forme de pyramides. Mais nous ne sommes pas en Égypte, et le peuple qui a construit ces édifices n'est pas celui de l'Antiquité égyptienne. Nous sommes au Soudan, l'un des plus grands pays d'Afrique, et le berceau de la Nubie, un royaume cousu d'or, nourri par le Nil. À l'époque, la Nubie est le pays le plus vaste au monde, un véritable empire. Un empire dont les savants n'ont toujours pas réussi à déchiffrer la langue. Perdu dans les ténèbres, l'histoire de la Nubie demeurait un mystère, jusqu'à ce jour. Les Nubiens sont un peuple africain, sophistiqué à la fibre artistique. Pendant des millénaires, ils prospèrent au sein de l'Égypte en toute indépendance. Les importants gisements d'or permettent à leurs souverains d'accumuler d'énormes richesses. Les artistes excellent dans l'art de confectionner des bijoux pour parer leurs maîtres royaux. Les céramiques des potiers nubiens sont parmi les plus fines du monde antique. Les architectes ont non seulement érigé des temples uniques au panthéon des dieux, mais ont également revigoré les traditions égyptiennes. En 23 avant Jésus-Christ, les soldats romains attaquent le royaume de Nubie. Selon leur récit, la résistance nubienne est menée par une femme borgne et vaillante. D'après les historiens, il s'agirait d'Amani-Shakhet. Cette reine empêche les Romains de prendre son royaume et parvient même à négocier un traité de paix en sa faveur. Puisque Amon, le dieu des dieux, symbolise la royauté, les Égyptiens érigent un temple en son honneur, que les rois nubiens agrandiront au fil des années pour en faire le plus grand temple du Soudan. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte a perdu sa puissance et son emprise sur la montagne sacrée. Les Nubiens ont pris le contrôle de Djebel Barkal, se proclamant les enfants légitimes d'Amon. Ils deviennent si puissants qu'ils conquièrent l'Égypte, leur rival du Nord, et fondent une dynastie de pharaons nubiens. Pendant plus d'un siècle, les Nubiens ont été les maîtres de l'Afrique. Le roi Taharko a été le membre le plus éminent de la puissante lignée de pharaons nubiens, venus régner sur la terre des pyramides. Leur royaume inclut alors toutes les richesses et les splendeurs qui définissaient autrefois la civilisation égyptienne. Pendant près d'un siècle, les Nubiens vont contrôler un territoire qui s'étendrait aujourd'hui de Khartoum jusqu'à la Palestine. À l'époque, il s'agissait peut-être du plus grand pays au monde. C'était un véritable empire. Ils se regroupent au sud et prospèrent encore un millier d'années, bâtissant des temples dédiés aux dieux des dieux à travers tout le royaume.
La réunion des deux royaumes du Nil a été une étape majeure pour la civilisation égyptienne. Mais son déroulement est longtemps resté mystérieux. Le seul indice dont disposaient les archéologues était un objet découvert à Hierakonpolis en 1898. Cette palette de cérémonie en schiste date environ de 3100 avant Jésus-Christ. Elle est dédiée à un roi de Haute-Égypte, Narmer, qui ne serait autre, selon certains, que le légendaire roi Ménès, le premier pharaon d'Égypte. Alors, ce Narmer, qui en 3200 a finalisé donc son projet d'unification de la Haute et de la Basse Égypte, qui a organisé donc la cérémonie du Sematawi. Sematawi, c'est l'union des deux terres. Donc il est parti du sud de la Nubie profonde. Vous savez, la Nubie, en fait, c'est le Soudan actuel. Hein, c'est le Soudan actuel, donc qui est la Nubie des anciens. Il est parti d'une localité qui est la ville de Neken, qui a été appelée par les Grecs Hierakonpolis. Et partant du sud, donc il est remonté donc vers le nord. Il a fondé sa capitale, comme on a eu l'occasion de le voir, à Mennefer. Alors ce Narmer appartenait à une population africaine dont le nom est Younou, Anou. Vous voyez, c'est la traduction des Anou. Et ces Anou, en fait, c'était finalement les ancêtres nubiens des Égyptiens anciens, donc des Kamites. C'était un peuple en fait d'agriculteurs, de cueilleurs et de navigateurs. Vous savez, quand Narmer arrive et intronisé véritablement en tant que souverain du nord donc et du sud et du nord, chez Maou et Méou, il porte la couronne blanche Edge, donc qui représente Edjet, qui représente le sud, et la couronne d'Eshret, donc qui représente le nord. C'est le premier souverain de l'histoire à avoir porté la double couronne. Eh ben, les mathématiques existent déjà, l'écriture existe déjà, la spiritualité existe, l'architecture existe, le calendrier existe, et oui, le calendrier avec les 12 mois de l'année et les 4 semaines par mois, on aura l'occasion aussi de le voir, tout cela existe déjà. Il y a 4500 ans, l'Europe du Nord émergeait lentement de l'âge de pierre. Autour du bassin méditerranéen, les deux grandes civilisations grecques et romaines n'étaient pas encore nées. En Mésopotamie, l'Assyrie était encore loin d'avoir bâti son puissant empire. Mais au sud, à l'extrême nord-est de l'Afrique, un événement sans précédent dans le monde antique était en train de se produire. Sur les rives du Nil, en Égypte, s'élevaient 3 pyramides colossales, monuments à la gloire d'une civilisation éternelle. C'est la poésie jusqu'aux vibrations cosmiques. C'est loin de demain, c'est mon prénom, ça parle, même que tu me trouves au Congo Brazza, dès que je montre le brassard, on est au départ. C'est donc pas un hasard que nous retrouvons sur le mec boulevard. Appelle-moi le dompteur de léopard, le décorateur des armes, même le Kémite superstar. Je suis venu m'installer auprès du phare Akhenaton, assis sous l'autorité du maître de l'horizon Akhenaton. J'ai scruté les vestiges du discours solaire de mes Aton. Aucun détail ne m'a échappé, même le poids lourd d'un atome. C'est avec précision que j'ai parcouru le royaume d'Aksum. Voici venu l'heure pour que je perce les mystères d'Atum. Mon inspiration n'a pas de limite car je me cache derrière le Noun. La méditation sacrée venant de la révolution du roi Kaïmoun. 4 siècles et demi avant la naissance du Christ, l'historien grec Hérodote découvrait l'Égypte avec stupeur. Ces merveilles étaient plus grandes que celles des autres pays, observa-t-il. Je transmettrai ces récits à mes frères et à mes fils. Nos ancêtres ont bâti les grandes vestiges de... Les pyramides étaient les constructions les plus hautes du monde. Il y avait des allées bordées de sphinx, animal fabuleux, mi-homme, mi-bête. De gigantesques piliers de pierre ou obélisques. Des statues géantes de pharaons morts depuis longtemps.
et des momies enfermées dans des sarcophages en or. Partout apparaissaient les symboles énigmatiques d'une écriture sacrée. Aujourd'hui, franchissant les siècles, une civilisation qui a duré plus de 3000 ans nous parle encore du passé. Dès l'Antiquité, l'Égypte avait déjà une histoire qui remontait très loin dans le temps. Les années nous séparant de Cléopâtre, qui régnait au 1er siècle avant Jésus-Christ, sont moins nombreuses que celles qui la séparaient des pharaons bâtisseurs de pyramides. La civilisation égyptienne est si ancienne qu'elle est longtemps restée énigmatique. La falsification a commencé, je vous l'ai dit, à partir de la naissance de l'égyptologie réellement. Lorsque Champollion a déchiffré les hiéroglyphes et qu'on a vu que la civilisation égyptienne est la plus ancienne de toutes les civilisations de la Terre, il était devenu, comme vous le disiez tout à l'heure, antinomique, il était devenu inconcevable que le peuple qui doit être asservi, qui était déjà asservi depuis 4 siècles, n'est-ce pas, puisse être à l'origine de la civilisation humaine. Et là, des savants, n'est-ce pas, dont les noms doivent être connus parce qu'ils ont réellement commis un crime contre l'humanité, des savants comme Champollion Figeac, Champollion le Jeune, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, était un savant de bonne foi. Mais Champollion Figeac, son frère, Maspero, Breasted, voilà la lignée des savants qui ont falsifié sciemment l'histoire, qui ont contribué à dissoudre la conscience historique des peuples africains, à effacer totalement l'histoire derrière ces peuples, de façon que les civilisations africaines aujourd'hui apparaissent comme suspendues en l'air. Les fils de Jolof viennent vous raconter l'histoire de l'Afrique. De ce navire qui s'éloignait de la berge, j'ai su que je ne reverrai plus la terre de mes ancêtres, la terre de mes pères, des pères de mes pères. Et là, j'ai commencé à perdre mes repères. Arrivé à bon port, je fus soupesé et vendu comme du bétail. Mon quotidien ne fut que douleur, sueur et sang. Le père et le fou étaient mes seuls compagnons. Écoute ces cris qui émanent du fond des cales des navires. Écoute le cliquetis de ces chaînes. Enfin, écoute le cri de ces enfants de la diaspora arrachés à leur terre et dispersés à travers le monde. Alors... De ces hommes venus de la mer fuyaient la terre de nos ancêtres. Ce furent d'abord les missionnaires avec leur Bible. Ensuite ce furent les... Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur visité par de nombreux touristes. Des cellules comme celles que vous faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne où vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter en des 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes.
millions d'Africains arrachés du continent pendant près de 400 ans et leur génération de descendants ne furent pas définis comme étant des êtres humains. Les codes noirs français et espagnols, lois élaborées pour réglementer l'esclavage, les qualifiaient de biens meubles. Et la Constitution des États-Unis d'Amérique consentait à l'esclave les 3/5 d'une personne. Une grande partie de l'esclavage atlantique prit la forme d'un commerce triangulaire dans lequel les Européens virent leurs richesses doublées, tandis que l'Afrique était dépouillée de sa plus précieuse richesse, sa population. Les marchandises produites en Europe furent transportées en Afrique pour y être échangées contre les Africains, lesquels devaient être transportés aux Amériques pour y produire des matières premières qui seraient expédiées en Europe. La période tout entière de l'esclavage a été marquée par les luttes menées contre l'esclavage. Il importe de briser le silence qui a été créé autour de l'idée selon laquelle les esclaves ou les Africains auraient fait preuve de passivité ou auraient accepté l'esclavage. La plus grande révolte des esclaves africains consignée dans des documents historiques eut lieu en Irak. Connue sous le nom de révolte des Anges, elle dura de 869 à 883. Des milliers d'Africains réduits en esclavage, en provenance principalement de la Corne de l'Afrique, se joignirent à d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage et exiger des réformes sociales. Les insurgés Zanj établirent même leur propre État, avec sa capitale dénommée Al-Muqtara, et pendant 14 ans menacèrent et défièrent gravement le règne du califat abbasside. Haïti devint la première république noire libre et la première république des Amériques à abolir l'esclavage. Bien que de nombreux pays qui ont tiré profit de l'esclavage africain évitent toujours de se pencher sur cette question délicate, certains d'entre eux, niant explicitement qu'il soit un crime, des délégués venus du monde entier ont aussi déclaré crime contre l'humanité, la traite des esclaves et l'esclavage à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, réunie en 2001 sous les auspices des Nations Unies. Nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la négation de l'essence des victimes. En dépit de la manière moins qu'enviable dont ils quittèrent le continent pour essaimer dans le monde au cours de la deuxième diaspora, les Africains devinrent les premiers peuples mondialisés de l'ère moderne. Un lien humain et culturel entre l'Afrique, continent des origines humaines, et l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et les Amériques. Loin de leur pays natal, obligés de se recréer eux-mêmes dans des terres nouvelles, au milieu de personnes inconnues, dans des circonstances intolérables, ces Africains et leurs descendants ont triomphé d'une oppression dont l'intensité et la durée étaient sans précédent dans l'histoire humaine. La première chose, c'est que lorsqu'on regarde l'historiographie, nous nous rendons compte que ce sont les Noirs dans les colonies qui ont aboli eux-mêmes leur système. Il faut savoir que l'abolition de l'esclavage en Martinique, c'est le 23 mai, l'abolition en Guadeloupe, 23 mai de quelle année? De 1848, et l'abolition donc en Guadeloupe, c'est le 27 mai, donc 1848, et le décret est arrivé, lui, bien qu'il ait été voté le 27 avril, il est arrivé sur place le 5 juin. Mais bien sûr, parce qu'il lui fallait le temps de traverser l'Atlantique. Tout à fait. Donc quand le général Gatine arrive, il dit attendez, moi je pensais venir abolir libérer les gens. Voilà, tout à fait. Et je me rends compte que vous avez déjà réglé le problème. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est parce qu'il y a eu une cérémonie qui a mal tourné, c'est-à-dire que vous aviez les esclaves qui se rassemblaient pour faire de la musique avec les tambours, ça a complètement mal tourné. Ensuite il y a eu donc une rixe entre des propriétaires et des esclaves, et là ça a été la fin de tout. Mais alors est-ce qu'il faut pour autant, même si historiquement vous avez raison de rétablir ce genre de vérité, moi je passe mon temps à le faire sur plein d'autres
sujet. Est-ce que pour autant, il faut liquider Schœlcher, si je puis dire, et lui retirer le mérite d'avoir été celui qui, en France, à Paris, a lutté pour qu'on abolisse d'un coup et sans, sans condition. Il faut voir aussi, moi au contraire, je suis pour replacer l'intégralité des éléments historiques dans le contexte historique pour pouvoir les analyser. Mais il faut voir aussi une chose, en ce qui nous concerne, c'est que Victor Schœlcher, c'est quand même l'homme qui a dédommagé financièrement les propriétaires d'esclaves et qui a absolument pas ouvert, ne serait-ce que le dossier d'une réparation ou d'une compensation pour les... Lorsque l'on parle de l'inventeur de l'ampoule, on fait le plus souvent allusion à Thomas Edison. Pourtant, cette trouvaille n'aurait pas vu le jour sans cet homme, Howard Lewis Latimer, un noir américain né à Chelsea, un fils d'esclave qui en 1882 découvre le filament de carbone. Associé à Edison, Latimer contribua à la réalisation de l'ampoule que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, le monde scientifique n'était pas tout blanc. L'interrupteur de lumière que tout le monde a chez soi a été inventé donc par un monsieur qui s'appelle Granville Thérould. On peut parler aussi de l'invention du feu tricolore qui a été inventé par Garrett Morgan. On peut prendre aussi Charles Drouot qui est le père de la transfusion sanguine. Et pourtant il faut savoir qu'il n'a jamais pu enseigner à une école, dans une école où il y avait des blancs. Dans l'histoire des génies de la science, celle des inventeurs noirs demeure un sujet tabou dans nos livres d'école. Une réalité qui fait bondir Barsha Bauer, producteur d'un documentaire sur ces savants volontairement oubliés par les historiens. Ce désavantage est inadmissible dans notre société, qu'on privilégie une communauté scientifique par rapport à une autre communauté qui n'a pas forcément la même histoire et qui a fait des inventions qui sont marquantes pour notre société et qu'il faut les faire connaître. La démarche aujourd'hui doit être une démarche scientifique. Parce que de toute façon, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Quand vous mettez sur les murs d'un établissement scolaire que tous les plus grands hommes de l'histoire de l'humanité sont tous blancs, vous avez agressé l'intelligence de l'arabe, vous avez agressé l'intelligence du chinois, vous avez agressé l'intelligence du noir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un terme à ce genre de choses parce qu'on se retrouve devant une jeunesse qui est complètement marginalisée et qui se réfugie dans la violence. L'Europe qu'a vénéré Mozart, Robespierre et les frères Lumière, mais qui monde qui en aurait Missy Latimer et inventé l'ampoule, l'humanité lumière qui inventé l'ampoule. Le monde entier lumière qui Garrett Morgan, qui Frédéric Jones, qui Matéli Guerre. Oui, tout ça c'est nègre. Si l'humanité vient évoluer, pas j'ai oublié. Oui, c'est grâce à nègre. Ni on l'autre comme ça. Qui t'ai fait l'histoire, mais l'histoire effacée, yo. Assis bon l'école, c'était Napoléon. Gaulois et puis Colombe, nous toujours capotés. On nous doit la vérité. Mrs. Walker, ici ma Otoko, ici mon Kibambu. Oui, tout ça c'est nègre. Washington Garver, qui Lewis Latimer, qui m'a dit les cœurs. Parole qui fait yo virer, mais ça qui fait yo on place yo mérité. Comme ça les petits qui savaient, ni n'a quitté aider. L'humanité avancée, faut pas nous jamais oublier. On nous doit la vérité.